Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de votre journal. Le chef du gouvernement du Lesotho, Thomas Thabane, quittera son poste le 22 mai 2020. N'ayant plus aucun allié au sein du Parlement, la coalition de ce dernier a pris fin ce lundi. C'est le ministre des Finances, Moeketsi Majoro, qui va le remplacer à titre provisoire. 65,7 milliards de dollars, c'est ce qu'un mois de confinement total coûterait au continent africain. Ce chiffre constitue un véritable risque selon la Commission économique des Nations Unies qui propose aux gouvernements africains cette stratégie pour relancer l'activité économique. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction du Cameroun, où la mobilisation des recettes fiscales et douanières est à la hausse. Ce sont en tout 573 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés au cours du premier trimestre 2020 contre 463 milliards de francs CFA au cours de la même période en 2019. Mais avant de développer ces titres, la Guinée-Bissau s'engage dans une réforme constitutionnelle. Elle a été annoncée par décret par le président Umaro Embalo Sissoko. Une commission technique devrait pour ce faire être mise en place dans les plus brefs délais, allant dans le sens des recommandations faites par la CEDEAO. La révision de la Constitution représente un enjeu de taille pour le pays. Une Constitution révisée permettrait ainsi, selon certains observateurs, d'être plus en phase avec les réalités socioculturelles. Mieux, elle serait la garantie de la stabilité du bon fonctionnement des institutions dans le pays. Seul un bémol demeure. La Constitution, dans sa forme actuelle, ne prévoit pas de référendum pour l'adoption de la nouvelle Constitution. C'est la fin d'une saga politico-judiciaire qui aura tenu le Lesotho en haleine pendant plusieurs mois. Thomas Thabane devra au soir du 22 mai prochain quitter ses fonctions de Premier ministre. Si son départ était initialement programmé pour juillet 2020, sa coalition au Parlement s'est effondrée ce lundi, le laissant au passage avec une minorité de sièges. Son remplaçant à titre provisoire a d'ailleurs d'ores et déjà été nominé. Ange Bijounomenio. Le ministre du Lesotho, Thomas Thabane, quittera sa fonction le 22 mai 2020. Le chef du gouvernement a vu sa coalition s'effondrer ce lundi 11 mai 2020 au Parlement. N'ayant plus assez de sièges pour continuer à gouverner, il devra donc quitter ses fonctions de Premier ministre. La situation du Premier ministre Thomas Thabane était intenable. Il a 80 ans, sa coalition de quadripartite ne tenait qu'à un fil. Sur le plan économique, rien ne marchait et il traînait comme un boulet ses soupçons d'assassinat de sa femme. Donc c'était pratiquement impossible qu'il continue de tenir le coup. Le vice-président du parti All Basotho Convention de Thabane, Sam Rapapa, a déclaré que tous les partis s'étaient mis d'accord sur le ministre des Finances Moeketsi Majoro pour remplacer provisoirement le Premier ministre. Thomas Thabane a fait l'objet de multiples appels à la démission depuis qu'il a été impliqué dans le meurtre de sa femme dont il s'est séparé en 2014. Tous les autres partis de la coalition, sachant que rester avec une telle personne qui traîne un boulet, ça peut être contre-productif pour les élections à venir. Ils ont pris les devants et ont rompu la coalition. Donc du coup, c'est une triste fin pour ce Premier ministre. Ce qu'il aurait dû faire, c'était de prendre les devants et de démissionner. Comme il n'a pas pris les devants pour démissionner, il devenait quelqu'un d'infréquentable, les talons d'Achille de toute la coalition. En janvier, un mandat d'arrêt a été lancé contre Maïchia Thabane, l'épouse actuelle du Premier ministre. Les autorités l'accusent d'avoir commandité le meurtre de l'ex-femme du chef du gouvernement. Dans l'actualité également, le procès de Vital Kamerhe s'est ouvert ce lundi à Kinshasa. Vital Kamerhe aurait, selon l'accusation, détourné quelques 50 millions de dollars dans le cadre du dossier des 100 jours. Un procès inédit dans l'histoire congolaise pour lequel la République démocratique du Congo s'est constituée partie civile et ce, de par sa logistique. Le procès s'est en effet tenu dans l'enceinte de la prison de Makala où Vital Kamerhe reste en détention depuis le 8 avril dernier en audience foraine. Si la raison n'a pas encore été invoquée, les audiences ont finalement été reportées au 25 mai prochain. Reste à savoir si Vital Kamerhe sera remis en liberté conformément à la dernière requête déposée par ses avocats.
L'Afrique paye le lourd tribut du confinement à son niveau économique. Un mois d'isolation sociale représente un manque à gagner de 65,7 milliards de dollars. Un véritable risque selon la Commission économique des Nations Unies. Cette dernière a par ailleurs adressé aux décideurs africains cette stratégie pouvant permettre la reprise d'une activité économique stable. Nathalie Mo. En Afrique, 42 pays ont mis en place des mesures de confinement partiel ou total pour freiner l'avancée de la pandémie de Covid-19. Des mesures certes éprouvées sur le plan sanitaire, mais lourdes de conséquences sur le plan économique. En effet, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a estimé qu'un confinement total d'un mois pourrait coûter au continent 65,7 milliards de dollars, soit 2,5% de son produit intérieur brut. Nous devons savoir que nous faisons partie de la deuxième vague. Ceux qui sont dans la première vague, ça veut dire les pays européens, ils ne se sont pas encore sortis, ils ne s'en sortent pas bien. Jusqu'aujourd'hui, il y a énormément de tâtonnements. Ceux qui font partie de la vague zéro, ça veut dire l'Asie, ils commencent à avoir des doutes sur leur capacité à pouvoir avancer de la manière dont ils avaient prévu. Donc, je ne crois pas qu'il faille réellement blâmer l'Afrique et les pays africains. Cette stratégie proposée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pourrait permettre la reprise d'une activité économique stable sur le continent. L'organisme international préconise une amélioration des campagnes de dépistage, la mise en place de certificats d'immunité, une réouverture progressive par secteur ou encore le développement progressif d'une immunité de masse. Chaque pays est spécifique, chaque pays a ses propres spécificités. Il est important de laisser le temps au temps. Et aujourd'hui, le plus grand défi, c'est comme vous le dites, c'est le défi économique après le défi sanitaire. Mais chaque pays s'en sortira à sa manière tout à fait spécifique en fonction de ses spécificités. On ne peut pas comparer le Rwanda avec le Nigeria. On ne peut pas comparer le Sud-Soudan avec la RDC. On ne peut pas comparer l'Afrique du Sud avec le Maroc. En Afrique, la propagation du coronavirus continue à s'accélérer d'environ 30% par semaine dans de nombreux pays, selon les Nations Unies. Sur le continent, les mesures de contrôle du Covid-19, notamment le confinement des populations, ont engendré un risque pour la sécurité alimentaire dans les pays. Une relance de l'activité économique sur le continent pour laquelle le président sud-africain Cyril Ramaphosa est monté au créneau en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Ce dernier exige un moratoire de 2 ans de la dette africaine. Si une suspension des banques centrales du G7 a été accordée aux pays africains, elle reste tributaire des limites fixées par le G20 dont le président Cyril Ramaphosa souhaiterait la révision. Les détails dans ce sujet d'Ange Bijouno-Ménio. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa plaide pour une extension du moratoire sur le service de la dette. Selon lui, le délai de paiement devrait être prolongé de 2 ans pour permettre aux pays africains de mieux lutter contre la pandémie du Covid-19. Les pays du G20 avaient pour leur part fixé la limite de l'allègement à 9 mois. Alors que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont soutenu un gel de la dette pendant 9 mois, nous pensons que, compte tenu de l'ampleur des dégâts anticipés, nous aurons besoin d'un gel de la dette pendant 2 ans. Le moratoire sur le service de la dette a soulevé beaucoup de polémiques sur le continent africain. Certaines voix autorisées, comme le président Macky Sall, avaient souhaité que la dette africaine soit purement et simplement effacée. Mais à défaut de l'exécuter, un moratoire de 9 mois a finalement été fixé par les pays du G20. Si le président de l'Union africaine se faisait entendre par les bailleurs de fonds, nous aurons 2 années d'amnistie fiscale. C'est à peu près 35% en moyenne du budget de n'importe quel pays africain, 35% pendant 2 ans qui sont reconsacrés à d'autres priorités que le remboursement de la dette. Cette demande du président sud-africain, elle est utile, elle trouve du sens, mais elle sera très difficile à appliquer sur le terrain. Cette année 2020, les 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 40 pays africains, devaient rembourser un total de 32 milliards de dollars. Mais avec la pandémie de Covid-19, ils ont déclaré ne pas pouvoir payer la dette. C'est à la suite de ce constat qu'un moratoire a été fixé par le G20 et les institutions de Bretton Woods.
Pour faire face à la pandémie de Covid-19, le Niger révise son budget 2020 à la hausse, un accroissement de 139,38 milliards de francs CFA qui devrait ainsi permettre au pays de mieux anticiper les retombées socio-économiques liées à la crise sanitaire. Cette révision est par ailleurs accompagnée d'un réajustement des mesures fiscales. Siamlo Victoria Sedji. Au Niger, le gouvernement a décidé d'une révision du budget de l'État pour l'exercice 2020. Ce budget passe de 2266,15 milliards à 2405,53 milliards de francs CFA, avec une augmentation de 139,38 milliards de francs CFA, ce qui représente une hausse de 6,15%. Ce réajustement est censé, entre autres objectifs, aider le Niger à faire face aux effets socio-économiques du coronavirus. La crise sanitaire mondiale due à la pandémie du Covid-19 engendre des conséquences néfastes sur le plan socio-économique. Ces conséquences engendrent notamment des pertes de recettes et des augmentations de dépenses qui rendent nécessaire une modification des prévisions budgétaires initiales. Pour cette révision, certaines mesures fiscales ont donc été ajustées. Il s'agit des annulations et des ouvertures additionnelles de recettes, ainsi que des annulations et des ouvertures de crédit. Toutefois, le projet de loi portant première rectification de la loi de finances pour l'année 2020 devra être d'abord transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Ça peut être une solution intéressante dans la mesure où elle n'accroît pas la pression fiscale sur les ménages et sur les agents économiques. Car comme on le dit, trop d'impôts tue l'impôt. La capacité de résilience du Niger pourra s'observer par, premièrement, la capacité de mobilisation de ces ressources-là et en deuxième lieu, par une utilisation adéquate, idoine et à bon escient de ces revenus qui sont captés là. Au 11 mai, 821 cas positifs de coronavirus ont été enregistrés dans le pays, dont 46 décès et plus de 624 guérisons. Outre le coronavirus, le Niger est confronté à une crise humanitaire due aux attaques djihadistes dans la zone sahélienne. D'après un rapport de l'Organisation des Nations Unies daté de décembre 2019, 2,9 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire. Hausse des recettes fiscales et douanières au Cameroun. La Direction générale des impôts a rendu public les résultats. 573 milliards de francs CFA ont ainsi été collectés à l'issue du premier trimestre 2020. Un résultat qui a été permis grâce aux efforts de modernisation consentis par l'administration fiscale du pays. Philomène Tine. Dans le cadre de la mobilisation des recettes fiscales et douanières au cours du premier trimestre 2020 au Cameroun, les chiffres de la Direction générale des impôts, DGI, affichent un taux de réalisation de 16% en valeur relative. En valeur absolue, cela représente 573 milliards de francs CFA collectés contre 463 milliards de francs CFA par rapport à la même période en 2019. On n'est pas surpris de voir une performance vraiment exceptionnelle pour le premier trimestre 2020. Il faut se rappeler que c'est un pays qui a connu un mois de janvier normal, un mois de février normal et puis un mois de mars où c'est pratiquement les 2 dernières semaines qui ont été perturbées par l'arrêt des activités dues au Covid. Les réformes de modernisation de l'administration fiscale menées au cours de ces dernières années au Cameroun sont en grande partie à l'origine de ces performances dans la collecte des recettes selon la DGI. Ce qui est surtout préoccupant, c'est les prochains trimestres. Comment est-ce que l'année va se terminer? Et c'est là où il faut que l'administration fiscale soit extrêmement prudente parce que l'ensemble des prévisions de croissance qui avaient été formulées pour l'ensemble des économies vont être sérieusement compromises. Et il va falloir qu'au niveau de la TVA, le revenu des personnes physiques, au niveau des droits d'enregistrement et de timbre et même des droits d'assises, l'administration fiscale en termes de collecte ne s'attende pas à faire une prouesse exceptionnelle. La résilience des trimestres va peut-être aider. Toutefois, les prévisions de recettes devraient connaître des réajustements négativement affectés par les perturbations économiques causées par la pandémie du coronavirus. L'administration fiscale du Cameroun avait tablé sur une mobilisation de recettes de 2103 milliards de francs CFA avant la crise sanitaire, sur un taux de croissance de 4% et un cours du baril de plus de $50. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.